Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Mathieu, avec la pandémie, les gens sont à cran, mais la communauté internationale aussi est à cran. Tantôt, il y a quelques secondes, je voyais à la télévision, à CNN, que la Chine avait envoyé des avions au-dessus de Taïwan, et on sait que la Russie, maintenant, lorgne du côté de l'Ukraine. Ça craint, comme on dit. Oui, en fait, ce qui est assez fascinant là-dedans, c'est la diversité des points de vue. C'est-à-dire, d'un point de vue occidental, on se dit, les Russes veulent s'emparer de l'Ukraine. On considère que Kiev, par exemple, c'est le siège historique de l'identité russe, un peu comme l'était le Kosovo pour les Serbes. Mais bon, la comparaison a ses limites, mais on voit un peu l'idée. Et on se dit aujourd'hui, les Russes veulent s'emparer de l'Ukraine, c'est le retour de l'Union soviétique, ils sont prêts à l'envahir et ainsi de suite. Point de vue, on pourrait dire occidental et plus particulièrement américain. Point de vue russe qu'on doit garder à l'esprit pour savoir un peu ce qui se passe. Les Russes disent un instant, l'Ukraine, c'est dans notre zone d'influence. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'Ukraine demeure étrangère à l'OTAN et étrangère à l'Union européenne. Donc ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas de relations diplomatiques avec tout ça, ça veut simplement dire que l'OTAN ne viendra pas s'installer une fois pour toutes à la frontière même de la Russie. Et les Russes disent, c'est notre zone d'influence. Ça peut faire penser à certains égards à Cuba en 62, quand les Américains disaient, un instant, là vous êtes chez nous ici. Puis on connaît la doctrine Monroe dans l'histoire américaine qui dit, l'Amérique, globalement, c'est la zone d'influence naturelle des Américains, tout comme les Russes avaient, sous Brejnev, la doctrine de l'étranger proche. L'étranger proche, c'est-à-dire les pays proches étaient globalement sous influence à l'époque soviétique. Aujourd'hui, on pourrait dire sous influence russe. Les Russes disent pas en ce moment, on veut envahir l'Ukraine à tout prix. Et disent, comme on pourrait dire avec un terme technique, back off. C'est-à-dire renoncer à occidentaliser l'Ukraine contre sa volonté, et nous, on ne l'envahira pas. Mais on va faire une forme de pression pour vous envoyer le signal que vous êtes ici chez nous et pas chez vous. Moi, je ne crois pas un instant, ça se peut que je me trompe pas, mais je ne crois pas une invasion au sens classique là, du terme de l'Ukraine par la Russie. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas un jeu où il y a des gentils et des méchants dans tout ça. Il y a des provocations de tous les côtés. Et dans cette espèce de bras de fer, entre d'un côté les Occidentaux, qui sont par ailleurs divisés entre eux-mêmes, hein, parce qu'entre les Américains qui rêvent de reprendre la guerre froide et l'Europe occidentale qui, elle, est à quelques heures, en fait, de la Russie, eh bien, il n'y a pas exactement les mêmes intérêts. Et là, si on se retrouve justement sur la question ukrainienne, eh bien, plusieurs se disent, un instant, est-ce qu'on a véritablement intérêt à accepter cette idée que l'Ukraine devienne la nouvelle frontière de l'Occident, ou est-ce qu'il n'y a pas dans le monde, quelquefois, des États tampons, des États qui ont une vocation autre? Est-ce que chaque pays n'est pas prisonnier de sa géographie? Et de ce point de vue, est-ce qu'on n'est pas en train, de leur point de vue, de provoquer les Russes exagérément? Je pense que si on veut analyser ce dossier-là, au-delà des considérations morales, il faut avoir tout ça à l'esprit. Est-ce qu'on va trop loin lorsque... moi, j'aurais tendance à faire référence à... Écoute, je sais que quand on sort le mot Hitler, c'est très dangereux, c'est un terrain très glissant, mais dans les années 30, lorsque Hitler voulait annexer toutes les régions où il y avait une population germanophone qui parlait l'allemand, c'est pour ça qu'il est rentré en Tchécoslovaquie, parce qu'il y avait les Sudètes en Bohème, en disant, mais maintenant, ça devient... Est-ce que c'est un peu ça, là? Non, je pense pas, moi je ferais pas la comparaison. Il y a une différence entre Hitler qui est dans une politique clairement impériale, puis il y a le caractère authentiquement dément du personnage et dément du nazisme. Il faut jamais oublier, quand on dit Hitler, il faut d'abord toujours avoir à l'esprit, c'est une entreprise d'extermination, c'est une entreprise diabolique d'extermination, c'est une vision du monde qui est une forme de racisme intégral. Alors, je ferais pas la comparaison. Du tout. Ce que je vois simplement chez les Russes en ce moment, puis je précise, j'ai aucune sympathie pour Vladimir Poutine. On est devant un régime semi-autoritaire avec des résidus démocratiques ou l'inverse, c'est-à-dire c'est un régime qui a tendance, il y a une forme de tradition autoritaire en Russie qui s'est restaurée sous la forme de Poutine. C'est pas l'Union soviétique, c'est pas totalitaire. Et puis il y a cette idée qu'il y a des zones d'influence. Donc, il y a une zone d'influence. Ensuite, il ne faut pas oublier que quand Poutine s'est emparé de la Crimée, mais c'est que la Crimée s'est jetée dans les bras de la Russie. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et à l'échelle de l'histoire, la Crimée, c'était historiquement russe,
ça avait été donné de manière artificielle à l'Ukraine, autant de l'Union soviétique. Donc si on regarde tout ça, non, je pense pas qu'on est dans une logique d'annexion, surtout qu'il n'y a pas de fantasme de pureté raciale chez Poutine. C'est un empire multiethnique, la Russie, il faut jamais l'oublier. Mais, cela dit, il y a une volonté géopolitique évidente de redevenir une grande puissance. Et redevenir une grande puissance, ça veut dire, à l'Occident, vous entrez pas dans le périmètre qui je juge relève de notre zone d'influence. On peut condamner ça. Hein. Je comprends parfaitement, je me mets dans la peau des Ukrainiens, puis je me dis, j'ai pas vraiment envie d'avoir à Moscou quelqu'un qui considère que je suis sous sa tutelle d'une manière ou de l'autre. Et je le comprends. Mais la politique internationale, c'est pas le prolongement de la morale. Et dans le cas précis qui nous intéresse, il y a quelque chose d'un peu... je dirais d'un peu suicidaire de la part des Occidentaux, à multiplier les rodomontades, à faire des roulements de tambour, à dire ah là là, on va punir la Russie. Et là, il faut savoir, ça veut dire quoi punir la Russie? Est-ce que les Occidentaux sont prêts à aujourd'hui se sacrifier pour Kiev? Est-ce que les Occidentaux sont prêts à se sacrifier pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine? Est-ce qu'on est prêt à risquer, tout comme certains diraient, est-ce qu'on est prêt à risquer une guerre pour Taïwan? Donc ça, je pense qu'il faut se poser ces questions-là. Ça veut pas dire, là je le dis, ça veut pas dire qu'on traite à la légère le sort de l'Ukraine. Ça veut dire que l'héritage des 30 dernières années en politique internationale, c'est une vision très moralisatrice. Et là, on redécouvre aujourd'hui que le monde est multipolaire, qu'il y a plusieurs zones d'influence. Si le Canada avait, au moment de la guerre froide, voulu intégrer le pacte de Varsovie, les Américains n'auraient pas été très contents, hein, pour le dire comme ça. Eh bien, dans les circonstances, l'Ukraine, est-ce qu'elle a vraiment vocation, je le redis, pour moi c'est le point central, à rejoindre l'OTAN, à rejoindre l'Union européenne, ou est-ce que l'Ukraine n'a pas vocation justement à être cet État un peu tampon, une forme de finlandisation de l'Ukraine, qu'on pourrait dire aujourd'hui, qui conserverait son autonomie, son indépendance, mais qui accepterait, je dirais, d'évoluer dans un espace où la puissance hégémonique est la Russie. Rien de tout cela n'est agréable. Je dis pas que c'est bien, loin de là. Je comprends les Ukrainiens et le malheureux qui leur arrive. Je pense que les Russes, dans les circonstances, ont un besoin de pouvoir qui est exagéré. Mais une fois qu'on a dit tout ça, et puis tout le mal qu'on pense avec raison de Vladimir Poutine, une fois qu'on a dit tout ça, la politique internationale a ses réalités, a ses nécessités, et quand le Canada décide de jouer les gros bras là-dedans, je me dis, mais on a l'air de monsieur Petit Bras qui se prend pour une espèce de champion d'haltérophilie. Mais jusqu'où Poutine veut vraiment envahir l'Ukraine? Est-ce que tout ça, c'est pas du théâtre? C'est-à-dire que c'est comme un gorille qui se frappe le thorax pour faire peur aux gens, puis aux autres animaux, montrer qu'il est le mâle alpha et imposer le respect, là? Je pense qu'il y a un peu de ça. Moi, je crois pas. Ça se peut que je me trompe. Mais je crois pas à l'invasion de l'Ukraine. De toute façon, la situation est déjà complexe là-bas parce qu'il y a une partie du pays qui est dans une situation, le Donbass est dans une situation de partition implicite, bien que la Russie ne veuille pas d'un rattachement explicite, justement, de l'Ukraine russophone à la Russie. Parce qu'il faut pas oublier ce que c'est l'Ukraine. C'est un pays qui, dans l'Ouest, est un pays où l'identité ukrainienne véritable est installée. Donc, on parle d'Ukrainien, tout ça. Mais dans l'Est, c'est un pays assez russophone. On est dans un coin du monde où les frontières ne chevauchent pas parfaitement les nationalités. Hein, disons ça comme ça. Alors, non, je crois pas que les Russes vont envahir. Je comprends, moi, ça se peut que je me trompe, mais je comprends qu'ils veulent envoyer le signal que, regardez, vous êtes chez nous, puis regardez jusqu'où on est prêt à aller si vous ne le comprenez pas. Et mais là, quand on regarde la politique américaine, moi, je serais surpris de voir Biden décider véritablement d'aller... de risquer un affrontement avec les Russes autour de ça. Les gars, ils viennent de retirer leur troupes d'Afghanistan. C'est pas pour se relancer dans une autre guerre, là. Non, mais surtout que c'était une humiliation. L'Afghanistan, c'était vécu comme un nouveau départ de Saigon. Donc, on se rappelle la scène humiliante de l'hélicoptère sur l'ambassade à Saigon. Mais là, il y a quelque chose de semblable. Donc, est-ce que, véritablement, défier les Russes? Puis comme je dis, là, on n'est pas en train de parler de l'Allemagne, on n'est pas en train de parler de la France, on n'est pas en train de parler d'un pays bien ancré en Europe occidentale. On est en train de parler d'un pays qui, objectivement, se situe dans la zone d'influence russe. Et puis, quand je parle de tout ça, je transpose ça sur un autre registre, mais à la québécoise. Je suis pas particulièrement pro-américain. Je déteste pas les États-Unis, c'est un grand pays, mais globalement, je suis beaucoup plus francophile qu'américanophile. Puis j'ai beaucoup de réserves sur les États-Unis. Imaginons par je ne sais quelle étrange situation, je me retrouve premier ministre du Québec ou président de la République, j'en sais rien. J'aurais pas une politique hostile envers les États-Unis. Pour une simple raison, c'est aussi critique serais-je des États-Unis, je saurais que je serais à côté du gros ours. Je serais à côté du gros voisin, du gros empire. Et puis on peut pas, quand on est québécois, avoir une politique anti-américaine. On gère notre présence aux côtés des États-Unis, on fait avec, on fait ce qu'on peut. Ça veut pas dire qu'on est dominé, qu'on est satellisé, ça veut simplement dire qu'on est conscient de notre géographie. Ben, je pense que pour les pays baltes,
pour les Ukrainiens, c'est la même chose. Puis ça veut pas dire encore une fois qu'il faut les abandonner. Moi, quand j'entends des gens confesser une forme de sympathie pour Poutine, je dis non. Moi, mes sympathies, si j'en ai, sont pour les Baltes, sont pour les Polonais, ils sont pour les Ukrainiens, ils sont pour ceux qui justement vivent sous la menace russe. Bon, mais ça, puis mon identification existentielle, c'est certainement pas avec Moscou. Hein. C'est avec les, comme je le dis, les Baltes, pour moi, représentent quelque chose d'assez magnifique, comme de petits peuples qui s'entêtent à exister à côté du gros empire. Mais une fois qu'on a dit ça veut pas dire qu'on doit avoir de sympathie pour eux, qu'on doit pas les soutenir politiquement d'une manière ou de l'autre. Il faut quand même faire preuve d'un minimum de réalisme en politique internationale. Et tout ça, me semble-t-il, est absent de la présente séquence politique. Moi, je veux une Europe de l'Est. Je rêve d'une Europe de l'Est parfaitement indépendante, là, tu sais, qui appartient ni à un bloc ni à l'autre. L'Europe de l'Est est tellement riche au point de vue culturel. Écoute, Kundera et tout, là, ces gens-là. Comment devrait agir le Canada? Parce que bon, si on dit si vous touchez à l'Ukraine, puis là on trace une ligne dans le sable, et si vous traversez cette ligne-là, bon, on va s'engager à réagir. Ben il faut le faire. On peut pas rien que japper. On fait quoi? On les bombarde en Canadair? On envoie des escouades de skidoo? Je veux dire, l'armée canadienne à l'échelle de l'histoire, c'est pas la puissance la plus impressionnante qui soit. Et là, quand le Canada décide, puis en plus il y a une question de politique intérieure là-dedans. Parce qu'une bonne partie de la politique canadienne là-dedans est dictée par Mme Freeland et aussi par la présence des communautés ukrainiennes installées dans les provinces de l'Ouest qui ont façonné l'identité des provinces de l'Ouest. Et là, on voit encore une fois comment la politique extérieure d'un État est dictée par sa composition intérieure. Et moi, je le redis, je ne suis pas de ceux qui croient que c'est une bonne chose aujourd'hui de déclarer la guerre à la Russie. Ensuite, il faut envoyer des sanctions économiques, c'est possible tout ça. Mais décider de faire semblant qu'on va faire la guerre à Poutine pour Kiev, il y a quelque chose là-dedans qui me semble lunaire. Et la même chose pour si la Chine envahissait Taïwan, là, parce que il y a aussi ce bout du monde aussi où ça brasse. Est-ce que bon, tu sais, la Chine et la Russie, là, il va falloir faire avec. Là, il va falloir comment on va vivre avec ces empires-là. Ah non, mais voilà, mais c'est le bon mot, des empires. Alors, tu sais, après 90, après 89, 90, 91, 92, la chute de l'Union soviétique, on s'est dit, ce sera un monde unipolaire, hein. C'est le monde de l'hyperpuissance américaine. On connaît cette période-là, on l'a connue. Mais on croyait que les Américains croyaient même que ça durait un siècle, le New American Century. Hein, c'était le titre d'un des projets de think tank pour dire que le siècle à venir serait américain. Ça a duré 30 ans. Ça en a peut-être même duré 20. Là, aujourd'hui, on a la Chine, on a la Russie, on aura demain l'Afrique qui se constitue de plus en plus. On a le Brésil. Et tout ça, là, on a l'Inde. C'est un monde multipolaire. Et la prétention occidentale à soumettre le monde à notre volonté d'organiser le monde trouve ses limites. Donc, ça ne veut pas dire que je préfère pas vivre en Occident. Hein. Moi, je préfère 1000 fois vivre dans l'Occident décadent, pour reprendre la formule de Raymond Aron qui parlait de l'Europe décadente, plutôt que dans les pays autoritaires d'Europe comme la Russie ou ainsi de suite. Franchement, je préfère nos libertés. Mais le fait est que le monde est pluriel, le fait est que le monde est composé de plusieurs souverainetés et qu'à travers cela, on a quand même un intérêt minimal à tenir compte de l'existence de cette chose bizarre qui s'appelle la réalité. Et écoute, en terminant, Mathieu, ça a l'air qu'on va ouvrir les restaurants au Québec la semaine prochaine. Donc, j'irai prendre un tartare au saumon Leméac en pensant à toi. Formidable. J'en prendrai un à ta santé demain soir au resto aussi. Histoire de t'avancer un peu. Salut, bonne journée. Bye. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Écoute, Mathieu, tu sais qu'il y a des gens qui se disent, Mathieu Bock-Côté, il vit en France maintenant, peut-être qu'il va être de plus en plus français et qu'il va oublier ses racines québécoises. Et moi, je dis, je veux réconforter ces gens-là. Écoutez ce segment d'une des interventions de Mathieu Bock-Côté à la télévision française. On écoute ça. Ils sont tous étonnés. Alors, il y a quelques-uns, on se dit, soit dit en passant, ça fait 20 ans qu'on vous le dit. Et là, je dirais qu'on le savait, et maintenant on le voit. C'est la formule, quelquefois, d'un humoriste québécois qui disait, on veut pas le savoir, on veut le voir. Bon, on l'a vu. On l'a vu devant nous. Alors, la question qui suit... Voilà. Alors, il parlait de la montée de l'islam, Mathieu, puis il a dit, on veut pas le savoir, on veut le voir à la télévision française. Il a cité Yvon Deschamps. Bravo, Mathieu.
Ah, mais sache que j'ai déjà cité aussi X13 avec cette réplique magnifique que je trouve bien. Comment peut-on être aussi belle et tellement communiste? Et ainsi de suite. J'ai cité souvent Michel Brunet avec sa merveilleuse formule le nombre et le nombre. Non, pour moi, c'est ça que je fais même pas ça sur le mode je flash ma différence. Simplement que mon univers mental, pour moi, le Québec, c'est pas une espèce de province écartée du monde seulement intéressante pour elle-même. Le Québec, c'est mon Occident à moi. C'est-à-dire le Québec, c'est ma nation à travers laquelle j'accède au monde occidental, à travers laquelle j'accède au monde plus largement. Et les références québécoises, lorsqu'elles me semblent pertinentes à l'extérieur, je ne vois pas pourquoi je les bouderais. Et d'autant qu'elles sont, moi je trouve ça, la formule d'Yvon Deschamps est quand même géniale. On veut pas le savoir, on veut le voir. Bon, c'est Sophie qui me montrait ça hier, puis on riait beaucoup. C'est parce qu'en plus, tu prends plaisir à le dire vraiment, qu'il y a le gros accent québécois, le savoir puis le wear à la télévision française, ça prend quand même des couilles. Ah, mais merci. Ah, mais moi, je me fais un devoir quand même de parler quand les circonstances s'y prêtent, pas sur le mode agaçant. Le Québec est pour moi un lieu qui l'univers mental québécois me semble tout à fait intelligible et compréhensible pour d'autres. Et c'est voilà pourquoi j'ai grand plaisir à le faire. Et ça arrivera encore, n'en doute pas un seul instant. Alors voilà, donc Mathieu qui demeure bel et bien québécois et qui ajoute de la couleur locale à la télé française. Écoute, Mathieu, là, à 2h cet après-midi de notre heure, bien sûr, 14h, François Legault va annoncer l'ouverture des restaurants lundi. Et là, bon, ce qu'on a appris, c'est que les prochains sur la liste, c'est les salles de théâtre, les salles de spectacle, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, attends des minutes. Sais-tu quoi? Il va ouvrir les lieux de culte avant les salles de spectacle. C'est quand même, faut le faire, là. C'est là, on est vraiment dans l'exploitation du déconfinement technocratique. Donc là, on peut imaginer des gens qui font la liste des activités autorisées. C'est le renversement de la conception classique de la liberté. On dirait quelquefois à la blague, tout ce qui est pas interdit est permis. On dirait au Québec, tout ce qui est pas permis est interdit. Donc là, on va accorder, pour les lieux de culte. Puis après ça, des salles de théâtre. Puis les restaurants, mais à 50%, pas 60%. Il y a quelque chose là-dedans d'un contrôle tatillon, d'un contrôle technocratique, d'une forme de vision de l'existence où chaque relation sociale doit être encadrée par une norme, par une règle qui doit être fixée par tel ou tel bureaucrate qui se croit compétent ou spécialiste dans tel ou tel domaine. Moi, je suis assez sévère, puis quelquefois on me dit justement, oui, mais c'est parce que je suis en France que je suis sévère comme ça. Non. Moi, la critique des mesures sanitaires, je crois, avec non pas la critique de l'idée de prendre au sérieux la pandémie, mais de l'accès des mesures sanitaires, je crois en avoir toujours été chez nous. D'aussi loin que je me souvienne, je trouvais qu'il y avait une dérive dans cette idée d'un contrôle social autorisé. Et là, maintenant, quand on nous dit qu'il faut un plan de déconfinement dans le détail, jusqu'où ça va aller, là? Je dirais, à un moment donné, c'est une approche globalement qui ne tient plus. C'est une manière qui ne tient plus. Puis effectivement, dire autorisation accordée pour aller prier, mais pour les activités autres, il va falloir attendre encore un peu. Il y a quelque chose dedans qui relève je sais pas de quel calcul, mais c'est un calcul qui échappe au commun des mortels. Mais là, tout ça devient totalement arbitraire, là, parce que pourquoi les restos et pas les salons de quilles? Pourquoi les mosquées, les synagogues, les églises et pas les lieux de spectacle et pas les cinémas? Pourquoi? C'est tout ça, à peu près. On regarde ça comme, on dit, pourquoi lui, OK, et l'autre, non? C'est arbitraire totalement, là. Exactement, mais ça c'est le moins important. C'est arbitraire. Et pourquoi c'est arbitraire? Parce qu'on entre dans une logique où c'est le principe de base, c'est le gouvernement, c'est les autorités qui vont décider ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Donc, ils se contentent pas de fixer un cadre large, quitte à, comme je dis, à resserrer le cadre parce qu'on est en pandémie. Ça, on le comprend. Mais là, c'est qu'il faut avoir une espèce de vision réglée jusqu'au dernier détail, puis avec la part d'arbitraire qui vient là-dedans, selon les préférences des uns des autres, selon les valeurs prêtées à la population à tort ou à raison, selon les segments de la population qu'on veut ménager d'abord et avant tout. Et moi, je trouve qu'il y a là-dedans, c'est une approche qui ne tient plus. Puis je le redis, c'est pas sur le mode
parce qu'on l'entendait pendant un temps, ça, il faut, c'est terminé la pandémie, on n'en parle plus. Non, personne ne dit ça. Mais il y a manifestement une certaine manière d'aborder les mesures sanitaires qui ne convient plus dans les circonstances. Puis oui, c'est arbitraire. Pour moi, c'est bureaucratique, c'est technocratique. Et en dernière instance, le prix à payer pour tout ça, c'est une exaspération populaire telle qu'elle pourrait demain entraîner une forme de désobéissance civile qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire globalement, mais les gens s'en fichent désormais. Ils s'en fichent. On est des Québécois, on va pas faire la révolution. Mais chacun va décider, sur un mode personnel, de dire ça me concerne plus. Écoute, il y a la fameuse pâtissière, tu as vu ça, là, qui est une Française établie au Québec, qui a décidé d'ouvrir malgré tout. Et puis, les gens sont assez sympathiques à sa cause. Et même aujourd'hui, dans le très sérieux Devoir, Michel David qui écrit là-dessus en disant, écoutez, c'est très difficile de pas la comprendre, cette dame-là, parce qu'elle dit, comment ça, moi, j'ai pas le droit d'ouvrir, alors que les McDo et les grandes chaînes de ce monde ont le droit d'ouvrir. Elle aussi s'en prend à l'arbitraire, là. Oui. Surtout, à un moment donné, on a vu, moi, ce qui m'a frappé dans la pandémie, c'est que c'était paradoxalement la chance des très, très gros, des très, très grands. On pouvait pas aller au coin de la rue pour acheter une paire de bottes, mais on pouvait se commander une paire de bottes sur un site Internet. On pouvait pas aller à tel commerce, mais si on le commandait sur Amazon, ça allait. Donc, là, moi, je vois pas le début d'un corps de victime de conspiration là-dedans. Là, je prends la peine de le dire, c'est nécessaire. Mais c'est simplement que dans cette crise particulière, certaines tendances de l'économie l'ont emporté sur d'autres. Puis là, le petit commerçant local, il se dit, là, un instant, là, c'est quoi cette affaire-là? Là? Ça marche plus. Puis moi, depuis le début, je dis, le commun des mortels, il n'est pas fait pour gérer une pandémie. Mais il est capable de remarquer quand des mesures sont contradictoires et absurdes. Puis là, je pense qu'on arrive à ce moment où on fait l'expérience de l'absurdité. Oui, tout à fait. Non, non. Et entre on va voir ce qu'il va annoncer à 14 heures. Mais à un moment donné, les gens vont se mettre à décrocher. Là, il y a des gens que je connais qui respectaient à la lettre les consignes et que eux-mêmes se mettent à décrocher. Et tu sais, je regarde la violence des messages que je reçois. Je parle à d'autres chroniqueurs, que ce soit Félix Séguin, Joseph Facal, Sophie, tout ça. Les messages qu'on reçoit sont extrêmement violents. Et je me dis des fois que ça prend pas grand-chose pour qu'une société dite civilisée bascule. Tu sais, on regardait la Yougoslavie et pendant des années, c'est des gens qui vivaient dans la plus grande quiétude, des voisins qui s'invitaient à souper, qui se rendaient mutuellement service et qui, du jour au lendemain, se tirent dessus avec une carabine. Je dis pas que c'est ça qui arriverait, mais donne une couple de mois encore dans un régime de confinement et écoute, des fois, c'est un petit vernis, la civilisation. On prend ça pour acquis. Oui. Non, mais je vois aussi la colère. Puis surtout, il y a des gens qui perdent contact avec le réel. Je reçois, comme tous les chroniqueurs, je devine, beaucoup de messages de gens qui me disent « Tu nous as trahis! » Et c'est quoi le « Tu nous as trahis » ? C'est « Tu soutiens les mesures du dictateur sanitaire Legault. » Bon, alors là, tu as envie de dire, premièrement, factuellement, j'avais pas l'impression d'être le plus ardent partisan de ces mesures-là, mais passe encore. Mais si on fait des critiques ensuite des mesures de confinement, alors on a aussi de partie des très inquiets qui nous disent vous foutez de la santé des gens, ça vous dérange pas qu'ils meurent, et là vous préférez votre petit repas au restaurant plutôt que la santé de ma grand-mère, de ma mère, de ma tante, que sais-je. Là, on dit on perd le contact avec le réel. Là. C'est-à-dire qu'on a il y a un écrasement de la raison. Et ce qu'on voit, tout simplement, c'est d'un côté des gens qui sont justement dans une forme de dissidence antisanitaire radicalisée, qui prennent désormais, qui nous écrivent 20 messages par jour pour dire pourquoi vous chantez pas la gloire des camions anti-vax. et de l'autre, là, c'est OK. Puis de l'autre côté, on a justement cette idée que tout fléchissement des mesures, ça serait comme trahir le petit Jésus. Tu sais, moi, il y a quelque chose là-dedans dans le rapport aux mesures qui me fait penser aux Québécois avec leur chapelet auparavant. On s'accroche au chapelet, là, on s'accrochait à la vie religieuse, rituelle telle qu'elle était intégralement parce que ça nous protégeait des avenirs de l'existence. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a trouvé un nouveau chapelet à réciter. Mais à travers tout ça, moi, je mise sur un Québec qui est celui que j'aime, hein, c'est-à-dire un Québec à la fois moderne, puis enraciné, puis un Québec qui a le sens de ses libertés, puis qui a le sens du collectif. Il me semble qu'on n'est pas plus fou qu'ailleurs, puis qu'on est à peu près capable de gérer ça. Surtout qu'on vit dans un monde où il est possible de voir ce qui se fait ailleurs. Puis là, on regarde aux États-Unis des stades remplis, pas de masques. On voit en France une société qui nous ressemble davantage peut-être, mais où la liberté de vivre existe encore. Puis là, on est chez nous. Mais... Mon Dieu Seigneur, moi je parle plusieurs fois par jour, je parle à des amis, des proches, des collègues au Québec pour être capable justement de garder le pouls directement de la population.
tout le monde trouve que c'est une folie, maintenant. Mais l'affaire, c'est qu'on est pris en otage par un système de santé déficient. Et c'est ça l'affaire, qu'ils n'ont pas en France, qu'ils n'ont peut-être pas aux États-Unis, c'est que là, on récolte ce qu'on a semé pendant de trop nombreuses années. Tu as raison, mais je me permets, t'as évidemment raison, mais j'ajoute une nuance, c'est qu'en France, je te jure qu'il y a le même discours. Notre système de santé va éclater, il va pas tenir. Et puis là, il y a ceux qui disent, appelons ça des confinistes, là, qui nous disent ça tient plus, il faut reconfiner parce qu'ils sont moins nombreux qu'ici, mais il faut le confinement parce que sinon le système va péter. Donc je sais qu'il y a une différence de capacité entre les deux systèmes de santé, mais le discours pour justifier la situation est le même aux deux endroits. Tu vois, c'est pas sans intérêt de remarquer que quelle que soit la diversité des situations, le même discours s'applique. Alors moi, c'est pour ça que là-dessus, je dis que ça révèle aussi des traits culturels profonds de la pandémie. Le rapport des Américains à la liberté n'est pas le rapport des Français à la liberté, qui n'est pas le rapport des Québécois à la liberté. L'histoire a voulu qu'on soit différent dans notre rapport à ces choses-là, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Mais là, je vois quand même que le Québec est une société qui s'encabane plus facilement qu'il ne le devrait. Tu sais qu'on aime beaucoup séparer le monde en deux. Avant, c'était la droite et la gauche, les souverainistes, les fédéralistes. Après ça, c'était les mondialistes et les gens qui étaient plus nationalistes. Et là, ça va être autorité-liberté. Hein? Et ça, c'est une niche parfaite pour Éric Duhaime, là. Ah oui, non, absolument. D'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir, mais Duhaime est celui qui profite en ce moment politiquement de la pandémie. Parce que, paradoxalement, les oppositions sont dans une logique de responsabilité gouvernementale. Ils veulent modérer les mesures, les diminuer, tout ça, mais sont pas sur le mode de la critique radicalisée. Or, il y a un espace pour les exaspérer au Québec, et Éric Duhaime les capte. Le problème, parce que Duhaime, qui est un type intelligent, moi, le portrait qu'on en fait est quelquefois trop sévère. Je trouve que c'est un type intelligent, cultivé, assez agréable pour ceux qui le connaissent. C'est un homme courtois et civilisé. Mais le drame de tout mouvement politique qui émerge dans une situation de crise sur un discours un peu radical, c'est que c'est un aimant à farfelus. Et là, on voit des farfelus affluer chez lui, quelquefois de manière assez étonnante, des gens qui se contentent pas de dire les mesures vont trop loin, ou à la rigueur des gens qui se contentent pas de dire les mesures, il en faut pas. Non, ce sont des gens qui rentrent dans la logique qu'on spie un peu, ou encore des gens qui vont être sur le mode pas simplement le vaccin, c'est un mal nécessaire, mais on l'accepte néanmoins, mais sur le mode ah là là, tout ça derrière ça, il y a une conspiration des pharma et tout le tralala. Ouais, mais Mathieu, c'est l'affaire, c'est que tu sais qu'un politicien ne refusera jamais un vote, même si c'était un vote de coucou, jamais les politiciens diraient je veux pas que vous votiez pour moi, un vote c'est un vote. Tu as absolument raison, et c'est ce qui fait que le Parti libéral ne refuse pas le vote des anglophones radicaux qui sont contre la loi 101, et que le Parti québécois refuse pas le vote, je sais pas moi, de tel indépendantiste ultra qui pense qu'on est encore en 1760. Bon, en fait, cet électeur-là, c'est moi. Mais bon. Donc, il y a chaque parti a ses coups. Une fois que c'est dit, je pense que Duhaime a tout intérêt, s'il veut croître, à être capable d'envoyer un message en disant les mesures sanitaires, non, parce que c'est son discours. Bon. Le vaccin, oui. Le vaccin, et ça, je pense que s'il veut pas du vaccin généralisé, au moins qu'il plaide pour le vaccin obligatoire, par exemple, pour les enseignants, pour les infirmières, pour telle ou telle catégorie de la population, en situation de comorbidité. Donc, il doit avoir un discours sanitaire responsable qui lui permettra ensuite de dire qu'effectivement, sur telle mesure, ça tient pas. Mais sinon, ça va être, comme je dis, un rassemblement de farfelus, puis le résultat, c'est que lui-même, aurait été une espèce de petite histoire dans la pandémie. Moi, ce que j'ai hâte, c'est la fin de la pandémie, pour arrêter de parler de ça, mais deuxièmement, parce que j'ai hâte de voir Éric Duhaime post-pandémie, parce que là, parce que toute la grosse discussion qu'on va avoir au Québec, ça va être le système de santé. Il nous a laissé tomber, faut le refaire. Et là, quand Éric va arriver en disant, ça prend du privé en santé, là, il va jouer un rôle important. Oui, puis la question, justement, le privé en santé, en France, là, c'est pas un pays, est-ce que j'en sais, qui en ces matières soigne pas son monde. Le privé en santé a une plus grande place, il est plus accessible. Moi, j'ai jamais fait une religion avec ça. Moi, mon principe de base, c'est l'universalité des soins de santé. Je pense que c'est essentiel, quelle que soit ta condition, t'as un problème, t'es soigné. Il y a aucun doute là-dessus.
Ensuite, est-ce qu'une efficacité plus grande du système de santé peut venir avec d'autres méthodes de traitement, l'intégration d'une plus grande part du privé? Je pense qu'il ne faut pas faire de religion là-dessus. Si la conclusion c'est non, ce sera non. Si la conclusion c'est oui, mais je vois pas pourquoi il faudrait se l'interdire. Il faut arrêter de diaboliser le privé. Là. C'est toujours, à chaque fois qu'on parle de privé en santé, c'est toujours les États-Unis, le système à deux vitesses. Non, il y a une façon intelligente d'intégrer le privé en santé. La France le fait. Oui, non, absolument. Moi, sur ça, puis je pense que c'est une part d'hypocrisie là-dedans, parce que bien les gens qui, quand ils ont un problème de santé, vont dans des cliniques privées. Là. Moi, comme tout le monde dans ma vie, j'ai déjà été, parce que je voulais pas attendre, j'étais dans des cliniques privées. Puis je suis persuadé que ceux qui me diraient « Ah là là, t'as osé faire ça », ne se sont pas interdits de le faire aussi un jour. Ensuite, c'est évident que le système de santé peut pas s'occuper, le privé peut pas s'occuper de tout ce qui s'appelle les cas lourds d'une manière ou de l'autre. Mais si on doit réaménager le système pour le débureaucratiser, le rendre plus efficace, donner plus de marge de manœuvre peut-être au privé pour faciliter l'accès aux soins, moi, je fais pas de religion là-dessus. Mon seul critère, c'est l'efficacité de la chose. Je suis ni pour ni contre le privé. Je suis pour un système efficace qui, s'il doit intégrer une part de privé, parfait, j'ai pas de problème avec ça. Si ça vient de surcharger, ben alors ce sera pas une bonne idée. Mais cette espèce de pragmatisme dans le système de santé, il semble qu'il y a un domaine où on doit pas faire d'idéologie, c'est bien celui-là. Tout à fait. Ben merci. Et tu sais, tu viens de citer Yvon Deschamps à la télévision française. Tu sais que maintenant la barre est haute. On attend tous que tu cites Elvis Gratton. Le jour où tu vas citer Elvis Gratton à la télévision française, moi je fais. Quelle phrase? Non, il y a des défis, ça se lance. Quelle phrase je devrais citer? Ben, ne serait-ce que les Américains, eux autres, ils l'ont l'affaire. Quel tu voudrais citer, toi? La prochaine fois que je parle de l'Ukraine, je vais dire quelque chose comme ça. OK, si tu fais ça, là, on nomme une rue à ton nom, la rue Mathieu Bock-Côté. Oui, un Chinois. J'ai toujours... OK, d'accord, on va trouver. Donne-moi une semaine ou deux. Tu sais qu'Antonine Maillet demeurait sur la rue Antonine Maillet. Qui sait, peut-être Mathieu Bock-Côté va demeurer sur la rue Mathieu Bock-Côté. On sait jamais. Et ensuite, je pourrais ensuite me vautrer dans les délices du narcissisme. Salut, bonne journée, Mathieu. Bye. Bye. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Concernant les assouplissements annoncés par le gouvernement hier, il y a des gens qui disent, concernant les rassemblements privés à la maison, à l'intérieur, je suis toute mêlée, ça a l'air compliqué. C'est super simple. 2 résidences, 4 personnes, 3 adresses, 4 signes astrologiques. Vous avez le droit à 6 mois d'anniversaire différents, 3 races, 8 accents. Non, bref, c'est assez compliqué, cela dit, là. Mais bon, écoutez, c'est les occupants de 2 résidences ou un maximum de 4 personnes vont pouvoir se réunir. J'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas attendu le hockey du gouvernement pour se réunir à la maison. On s'entend, là, hein? On s'entend. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, le directeur de la santé publique va être totalement indépendant et va faire sa conférence de presse tout seul, pas assis à côté du premier ministre. Ça fait longtemps qu'on le demandait, ça fait longtemps que c'était comme ça dans les autres provinces, et là, finalement, c'est annoncé officiellement. Donc, Mathieu qui est avec nous. Salut, Mathieu. Bonjour. Écoute, tu t'es tanné un peu des gens qui associent le gouvernement Legault à une dictature, là. Oui, mais c'est que là, je trouve qu'on perd le sens des mots gravement. C'est-à-dire, il y a une série de distinctions qu'il faut faire en ce moment. Est-ce que les mesures sanitaires vont trop loin? Je le pense sérieusement. Est-ce qu'on est en train d'établir, sans s'en rendre compte, un étrange modèle de société où, au nom de la raison sanitaire, on se donne le droit de suspendre d'un coup des libertés et ainsi de suite, tout en voulant les restaurer ensuite? Ça m'inquiète aussi. Mais le mot dictateur, ça veut dire autre chose. Et là, dans les circonstances, on est en train de transformer un premier ministre qui fait ce qu'il peut. Ensuite, on peut dire qu'il gère pas comme on le souhaiterait. Ensuite, on peut contester ses décisions. Mais un dictateur à l'échelle de l'histoire, pour peu qu'on ait le souci minimum des termes, de la définition des termes, ce n'est pas ça. Et ce que l'on voit en ce moment, je pense, c'est une part de l'opinion, minoritaire évidemment, mais qui bascule dans un monde parallèle et qui se vit sur le mode de la grande résistance absolue, qui n'est plus en contact avec la réalité. J'entends par là qui s'imagine qu'on est devant un dictateur qui voudrait persécuter sa population par je ne sais quelle maléfique intention. Et là, ça fonctionne pas. Tout comme on peut pas traiter n'importe qui d'extrême droite ou d'extrême gauche, tout comme on peut pas
dire à chaque moment dictateur ou ainsi de suite. On ne peut pas accuser le premier ministre du Québec de verser dans l'autoritarisme. On peut lui reprocher bien des choses, mais je trouve qu'on perd le sens des mots. C'est vrai dans ce domaine comme dans bien d'autres, mais à terme, ça fait qu'une critique éclairée des mesures sanitaires n'est plus possible, et je dirais qu'une partie de la population s'enfonce dans le désespoir parce que non seulement elle déteste la situation présente, ce que je comprends parfaitement, mais elle en rajoute en se croyant victime de dictature. Dès lors, c'est ce qu'on pourrait appeler, ça fait basculer, comme je le dis, dans un monde parallèle, et pour certains, ça va être dur d'en sortir. Ben oui, l'enflure verbale. Écoute, t'as vu là, qu'il y a des camionneurs au Canada qui protestent là, contre l'obligation d'être vaccinés pour traverser les frontières. Et là, il y a un de ces camionneurs-là qui se compare à un soldat qui a participé au débarquement de Normandie. Rien de moins. Voilà, exactement. Là, à un moment donné, un certain sens du bon sens historique devrait nous inspirer. Et là, le débarquement de Normandie, c'était pas ça. Et puis, ceux qui décident de faire des comparaisons avec le Troisième Reich, c'était pas ça. Ceux qui veulent faire des comparaisons avec les régimes dictatoriaux, c'est pas ça. Mais c'est le drame de notre société où on traite tout le monde de nazi ou de dictateur pour se donner par effet de contraste le prestige du grand résistant. Et c'est la part manquante, je crois, de notre intelligence collective, c'est que là, on n'a qu'une référence en tête. La Deuxième Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dès qu'on cherche un comparatif historique, c'est vers ça qu'on se tourne. Et là, on aurait envie de dire, sommes-nous capables de penser la situation présente? Sommes-nous pas capables de penser les menaces aux libertés, engendrées non pas par je ne sais quel dictateur Legault, mais par ailleurs par une crise sanitaire qui nous aura amené à développer un modèle de gestion de la crise qui a tendance à s'incruster alors qu'il aurait dû être temporaire. Puis j'y reviens, je crois, je le dis sans prétention, je crois être dans notre vie publique un de ceux qui est les plus sévères envers, appelons ça, l'excès des mesures sanitaires. Mais une fois que c'est dit, ça doit demeurer dans le cercle de la raison, ça doit demeurer dans le cercle du raisonnable. Et quand on décide de s'improviser grand résistant, je suis au débarquement de Normandie bis, nous résistons au dictateur Legault, on ne parle tout simplement plus de la réalité. Je précise, soit dit en passant, que c'est vrai ailleurs. Hein. En France, on va parler de dictature sanitaire, un peu ailleurs, un peu partout ailleurs, on utilise ces termes-là. Et là, on aurait envie justement de revenir sur Terre, mais apparemment, c'est la part la plus difficile dans tout cela. Je vois que tu veux prendre tes distances avec ce que j'appelle les faux amis, là. C'est-à-dire tu critiques le gouvernement Legault, mais de là à dire hey, t'es un des nôtres et toi aussi tu fais partie de la résistance, t'es en train de dire on se calme. Mais c'est même pas prendre ma distance avec des faux amis. Tout ça, moi, dans ma vie, je prends assez rarement mes distances d'eux ou me rapprocher d'eux. On me disait une fois, par exemple, sur un tout autre registre en France, prenez-vous vos distances d'Éric Zemmour. Je prends ni mes distances, ni je ne m'en rapproche. Je me définirai pas en fonction de lui. J'analyse honnêtement sa candidature. S'il fait quelque chose de bien, je le dis. S'il fait quelque chose de plus critiquable, je le dis. Je me définis pas en fonction de lui. Ceux que tu appelles les faux amis, effectivement, il y a quelque chose d'agaçant, mais je t'avouerais, derrière mon commentaire aujourd'hui, il y a une exaspération devant tous ceux, justement, qui sont en train de polluer le débat public en utilisant ce vocabulaire incendiaire qui nous empêche de réfléchir intelligemment et qui ne sont pas capables de voir, paradoxalement, que plus la critique sera intelligemment articulée, plus elle sera, je dirais, modérée dans son expression, plus elle évitera de tels excès rhétoriques, plus elle sera entendue par les gens raisonnables qui se disent, bon, mais la pandémie est une chose sérieuse, la vaccination est nécessaire, mais une fois que c'est dit, la réforme du système de santé est impérieuse, mais les libertés publiques sont importantes aussi, la vie sociale aussi. Puis je ne peux m'empêcher de noter qu'ils sont très nombreux, ceux qui créent la dictature sanitaire, à par ailleurs revendiquer leur hostilité déclarée au vaccin. Il y a quelque chose d'un peu agaçant là-dedans. C'est-à-dire, moi, je comprends parfaitement. Moi, j'accepte l'idée. Là, il y a des gens qui se dérobent au vaccin pour des raisons qui sont les leurs, mais globalement, là, statistiquement, on devrait globalement embrasser le vaccin, qui est un accomplissement remarquable dans la crise présente. Eh bien, me semble-t-il que quand on refuse tout à la fois le vaccin et les mesures sanitaires et tout ce qui, d'une manière ou de l'autre, permet de vivre, de traverser la crise, dis-je, là, c'est qu'on, comme j'ai encore une fois, on entre dans un monde parallèle et un monde qui devient de plus en plus hermétique, qui s'étanchéise par rapport à la réalité et dont il sera de plus en plus difficile de sortir. Mathieu, j'ai une question à te poser. J'ai tellement hâte d'entendre ta réponse. Écoute, à partir de quel point la désobéissance civile devient justifiable, justifiée, utile et nécessaire? Je te parle bien sûr de la fameuse pâtissière du Saguenay qui a dit, moi je m'en fous des consignes, je suis tanné, et qui est
appuyé par beaucoup de gens. T'en penses quoi? Parce que là, c'est la question de la désobéissance civile qui se pose. Moi, j'ai entendu parler qu'il y a des propriétaires de gym qui veulent faire la même chose en disant, ça a fonctionné pour madame. Fait que pourquoi ça fonctionnerait pas pour nous? Alors, quelle est ta position là-dessus? Elle est ambiguë. Elle est ambiguë parce que d'un côté, je pense que justement parce que je pense qu'on n'est pas en dictature, il faut pas virer dans ce discours de désobéissance civile. Bon. De l'autre côté, on est dans un moment de crise où l'exaspération de la population est bien réelle et ça devient presque, certains diraient désobéissance civile. Pour moi, c'est un terme qui est exagéré. Si on présente ça davantage, appelons ça comme des moyens de pression, pardonne la formule, et quand il y a une situation de crise, quelle qu'elle soit, il y a des moyens de pression, je dis pas que je suis d'accord, hein, mais je trouve que c'est ainsi que je les comprends. Donc, si on s'extrait justement de la mythologie de la dictature Legault, puis on retrouve dans cette idée qu'on est devant des gens qui sont complètement désespérés, qui n'en peuvent plus, qui sont étouffés, puis qui veulent envoyer une pression sur le gouvernement, je trouve que ce sont des gestes qui sont comme ça beaucoup plus compréhensibles, beaucoup plus intelligibles, et j'espère surtout que ça va amener le gouvernement à prendre des décisions, non pas sur le mode anarchique, justement, de chacun décide de rouvrir son commerce à sa manière, comme il le veut, en se fichant des règles, mais que le gouvernement va comprendre, justement, cette pression populaire, en se rappelant que s'il doit gouverner en fonction, oui, des prescriptions de la santé publique, il doit se rappeler qu'elle ne saurait épuiser la définition du bien commun. En même temps, tu sais comment fonctionne une démocratie, Mathieu. Comme on dit en anglais, the wheel that squeaks gets the oil. C'est-à-dire que si tu respectes les consignes, on fera pas attention à toi, tandis que si tu brasses la cabane, tu fais de la désobéissance civile, soudainement, on va t'accommoder. Donc, c'est quasiment une invitation, justement, aux gens à être désobéissants, parce que c'est quand tu désobéis, c'est là où on s'intéresse à toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas aborder la chose moralement. C'est pour ça que je te disais que moi, je regarde ça comme des moyens de pression davantage. C'est-à-dire, on est dans une situation de crise. Mon hypothèse, c'est que le gouvernement ne sait plus comment sortir du modèle de gestion de la pandémie qui est le sien. Notre collègue, qui est toujours très, 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 très juste ces temps-ci, Emmanuel Latraverse, dans son papier d'aujourd'hui, fait référence à une chose. Elle dit, on a voulu croire qu'on était capable de maîtriser la vague Omicron. On pourrait dire plus largement, on a voulu croire qu'on était capable de maîtriser la pandémie. Puis ce qu'on constate 2 ans plus tard, c'est que globalement, quand un virus ou une vague doit passer, il passe, et puis ce qu'on peut faire, c'est contenir le pire, mais on peut pas vraiment maîtriser le phénomène. Je dis pas que c'est pas vrai pour d'autres pandémies, hein. Il y a d'autres situations où on peut vraiment maîtriser. Mais sur ce coup-là, la maîtrise est assez limitée. Donc, quelquefois, on multiplie les gestes à prétention symbolique pour se donner l'impression qu'on agit. Ça, c'était le couvre-feu chez nous. C'était le masque dans la rue en France. Je crois que là-dessus, c'est de ce modèle dont on doit sortir. On doit gérer le pire, on doit gérer les excès, mais l'illusion d'une maîtrise de la situation sanitaire, maîtrise complète, me semble non seulement, comme je dis, illusoire, mais me semble aujourd'hui contre-productif. Est-ce qu'on peut dire aussi aux partis d'opposition qui critiquent le gouvernement, qu'est-ce que vous feriez différemment? C'est facile d'être gérant d'estrade, mais qu'est-ce que vous feriez, vous, à sa place? C'est extrêmement compliqué. Oui, puis je pense qu'il faut garder toujours ce que j'appelle la temporalité de la pandémie. C'est-à-dire, moi, tous ceux qui sont dans la critique des premières semaines ou premiers mois de la pandémie, ça me rend de mauvaise humeur. Parce qu'un instant, là, personne ne savait ce que c'était. 2 ans plus tard, on accepte le débat. Franchement, là, la démocratie a repris ses droits, mais ceux qui se veulent des procureurs et des inquisiteurs intransigeants sur les premiers temps de la pandémie, là, je trouve que c'est une forme de confusion. Alors qu'aujourd'hui, je pense que le débat démocratique est repris. Madame Anglade a ses propositions, le Parti québécois a les siennes, Québec solidaire a les siennes, le Parti conservateur a les siennes. Bon, là, le débat se fait à partir des partis. Mais effectivement, faut toujours... C'est ce que disait Raymond Aron. Hein. Raymond Aron, quand il raconte ça dans ses mémoires, il expliquait à un ministre pourquoi il avait tort sur tout, tac, 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 tac. Il avait une souveraine intelligence, puis il était tout jeune. Puis le ministre lui répond, d'accord, et si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Et là, le grand Raymond Aron, d'un coup, s'est fait très discret, parce qu'il n'avait pas réfléchi en se plaçant dans la position du ministre. Il en a retenu une leçon pour toujours. Et je pense que quand on est commentateur ou éditorialiste ou chroniqueur, évidemment, on ne remplace pas le ministre. On a une fonction, quelquefois, qui est de dévoiler des angles morts, de révéler des contradictions, tout ça. Mais on devrait quand même se poser aussi la question,
et si j'étais en place, qu'est-ce que je ferais? Ça veut pas dire qu'on doit se prendre pour le ministre soi-même. Ça veut dire qu'on doit se rajouter cette question aux questions qu'on se pose déjà. Ça permet quelquefois d'avoir une discussion plus éclairée. Oui, une certaine humilité, tout à fait. Merci beaucoup. Une anecdote très intéressante sur Raymond Aron que je ne connaissais pas. Merci. À demain, Mathieu. Bye bye, à demain. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors, Mathieu, je sais que tu veux me parler des présidentielles françaises. Ça va être très intéressant, mais juste avant, je veux revenir. On en discute beaucoup là sur la critique du confinement et à quel point toi tu tiens à une troisième voie, c'est-à-dire que d'un côté il y a des gens qui sont pro-confinement, qui appuient le gouvernement, etc. De l'autre, il y a liberté, liberté. Toi, t'essaies d'être entre les deux, mais c'est une position qui est très difficile à tenir dans un débat qui est extrêmement polarisé. J'ai reçu un courriel hier d'un gars, liberté, qui dit, toi, je te suis plus maintenant, Martineau, tu dis, bon, le Legault, moi, maintenant, je suis avec Mathieu Bock-Côté, il y a notre gang, puis tout ça, tu sais, on dirait que t'es un ou l'autre, mais d'essayer de dire non, je critique, mais en même temps, je suis pas de votre bord, c'est difficile à tenir. Ben moi, surtout, la question, je ne me pose jamais de la question de quel bord je suis là-dedans. C'est-à-dire, pour moi, j'ai un bord sur la question nationale, indépendantiste ou fédéraliste. Sur cette question-là, c'est pas une question pour moi de préférence idéologique. Je tiens pour acquis qu'on veut une société sous le signe de la plus grande liberté et des plus grandes libertés. Je constate, comme tout le monde, qu'on est dans une pandémie qui, selon l'état du système de santé d'un pays à l'autre, nous oblige à plus ou moins de restrictions. Je constate qu'à mon avis, la société québécoise fait trop facilement le choix des restrictions et n'est pas assez soucieuse, de mon point de vue, des libertés. Ce qui ne veut pas dire que je regarde ça sans préoccupation. Puis surtout, tous les discours sur le mode Legault dictateur me rendent fou parce que ça nous fait basculer dans un monde parallèle. Ensuite, on me classera bien dans le camp qu'on veut me classer, je m'en fiche un peu, mais je suis pas dans le... Je vois pas des camps dans cette question-là, sauf ceux qui veulent idéologiser à tout prix. Je vois une situation d'une complexité historique inouïe, et puis à un moment donné, il y a des décisions pragmatiques, il y a peut-être des choix de principe, mais il n'y a pas des camps comme il y en aurait sur des questions politiques classiques. On fait ce qu'on peut, puis le gouvernement fait ce qu'il peut, puis chacun essaie d'avancer en trouvant une forme de principe d'équilibre entre les différentes réalités là-dedans, mais je trouve que il faut pas idéologiser, surtout pas. Et tu vois la difficulté là, des démocraties, hein, parce que les démocraties, on doit protéger les droits individuels et protéger les droits collectifs, les droits des minorités, les droits de la majorité. Mais quand ces droits-là entrent en collision frontale, c'est extrêmement complexe. Ah, mais bien sûr! Non, mais regarde, on le voit en ce moment. Fait que moi, je refuse. Il y a le réflexe qui existe, bien qu'il soit pas nommé comme tel, c'est le réflexe darwiniste. Hein, c'est-à-dire, à un moment donné, ceux qui se retrouvent à l'hôpital, c'est les plus faibles, ils ont des comorbidités, ils sont vieux. Autrement dit, ce qu'on nous dit, c'est que les plus faibles y passent. Je trouve que c'est d'une violence comme propos. Il y a de l'autre côté la réaction, on pourrait dire, ceux qui s'accrochent aux mesures sanitaires comme on s'accrochait autrefois à son chapelet. Puis là, on veut pas en toucher, on a l'impression qu'ils nous protègent absolument. Me semble qu'il y a à travers ça, il y a une volonté toute simple, que je suis persuadé qu'elle est partagée par le premier ministre, comme du premier ministre à Éric Duhaime, en passant par Paul Saint-Pierre Plamondon et puis Jean-François Chicoine, puis tout le monde se dit, bon, évidemment qu'il faut tenir compte de la situation telle qu'elle se présente à nous, puis ensuite, selon l'appréciation qu'on en fait, on se dit un peu plus, un peu moins, bon. Mais pour moi, c'est une discussion de modalités pratiques. C'est une discussion en fonction... Tu sais, tout le monde, je pense, convient qu'au début de la pandémie, on savait pas devant quoi on était, il fallait un geste d'exception. 2 ans plus tard, tout le monde se dit qu'il faudrait déconfiner, mais jusqu'où et comment déconfiner? C'est pour ça que quand j'écris sur ça, puis le pire, c'est que je préférerais ne pas écrire aussi souvent sur ça, parce que c'est une question qui en elle-même devient aliénante.
mais j'essaie toujours de trouver, je dirais pas l'équilibre pour l'équilibre, là, pas le point d'intersection entre deux thèses. Je dis à peu près ce que j'en pense, mais pour les uns, comme tu dis, ça nous transforme en héros d'un camp, puis pour les autres, en héros de leur camp. Je trouve que c'est nuisible. Il y a des questions qui méritent la polarisation, celle-là n'en est pas une. Tout à fait, c'est extrêmement bien dit. Tu veux nous parler de la course à la présidence en France et tu dis qu'il y a maintenant une gauche anti-woke qui se fait entendre en France. Oui, alors je tiens à le dire parce que ça m'amuse beaucoup. Oui. C'est un phénomène dont j'ai parlé à quelques reprises à Europe 1 et c'est surtout que ça va contre tout mon univers mental, donc ça m'amuse de le noter puisque ça me heurte au même moment. Cette gauche anti-woke, en ce moment, c'est le Parti communiste. Alors, moi, le Parti communiste, dans les chaînes de l'histoire, c'est pas mes préférés. Je trouve que c'est un parti qui, à l'échelle de l'histoire, a fait tant de mal et tout ça. Mais là, si on décide de penser le Parti communiste français de Fabien Roussel en 2022, aujourd'hui, donc si on oublie tout le reste, sur la question de l'islamisme, sur la question des véganes, sur la défense du mode de vie français, des traditions françaises, mais ensuite avec un souci égalitaire fort, une critique du capitalisme et tout ça, sur la critique de tous les machines d'écriture inclusive, sur la défense du droit des automobilistes à fonctionner sans se faire toujours persécuter par des écolos qui voudraient qu'on fasse 300 km en vélo ou à cheval chaque jour. Bon. Il y a chez lui, qui sans jamais, comme je dis, verser dans... Tu sais, c'est pas un homme, entre guillemets, de droite au sens où... dans la mesure où ça veut dire quelque chose, il demeure attaché à une critique du capitalisme très rigoureuse. C'est un universaliste très, très ferme en matière de conception de l'identité nationale. Mais Fabien Roussel, le communiste, en ce moment, représente, par effet de contraste, la gauche anti-woke parmi les gauches françaises, alors que Christiane Taubira représente l'espèce de gauche woke par excellence, Anne Hidalgo aussi, Jean-Luc Mélenchon verse dans l'incantation révolutionnaire, et là on se retrouve que le représentant du Parti communiste qui plaît en ce moment aux conservateurs, à la droite, aux libéraux, aux esprits éclairés. Les seuls à qui il déplaît finalement, c'est aux électeurs de gauche, mais parce qu'ils représentent une gauche qui n'est plus. Mais je ne peux m'empêcher de noter que, bon, il y en a d'autres. On pourrait dire qu'il y a, par exemple, Manuel Valls qui cherche à faire un retour en ce moment sous le signe de la gauche anti-woke. Mais parmi les candidats, il y a un homme qui en ce moment suscite la sympathie de plusieurs, et c'est le chef écouetté du Parti communiste français, Fabien Roussel. Il valait la peine de le dire. J'ai pas l'habitude de dire du bien du communisme. Eh bien, aujourd'hui, c'est fait. Mais on se parle souvent des faux amis. Hein? Est-ce que c'est un faux ami de la liberté? Parce que, bon, oui, on est content que quelqu'un de la gauche se dise anti-woke. Mais là, le communiste... Non, mais voilà, non, mais on s'entend. C'est-à-dire que, sinon, sur plusieurs questions, il y a des positions plus ambiguës qu'on le souhaiterait. Mais, sachant que chacun fasse son travail, je dirais, notre famille politique, ma famille politique, les éléments plus conservateurs, on fait notre critique du wokisme, notre critique du multiculturalisme, bon. Et là, on se dit, mais qu'à gauche, ils fassent le travail aussi. Je veux dire que chacun, à partir de sa propre tradition politique, soit capable de faire la critique de cette dérive qui est celle de toute une époque. Or, à gauche, globalement, on refuse de faire cette critique. Et Fabien Roussel est à peu près le seul, comme je dis, si on regarde son programme d'aujourd'hui, à faire une critique qui, ma foi, est assez honorable de toutes ces tendances-là. Et une fois que j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui quand on me recevait à Europe 1, dans le cadre du Grand Rendez-vous, qui est une émission à laquelle je participe le dimanche à Europe 1, j'ai pas pu m'empêcher de lui poser la question. Vous êtes communiste. Le communisme, c'est quand même les goulags, c'est des régimes totalitaires. Puis il me répond, puis j'accepte l'argument sans le faire mien. Il dit, oui, mais le communisme, c'est aussi une tradition politique et sociale française. C'est-à-dire, c'est une famille politique qui a structuré l'identité de la classe ouvrière pendant longtemps. Et si les intellectuels, là, je développe un peu, il l'a pas dit comme tel, hein, mais si les intellectuels adhéraient au communisme à partir quelquefois de spéculations marxistes un peu abracadabrantes et en finissaient par s'aligner sur l'Union soviétique, le communisme, pour les classes populaires, c'était autre chose. C'était un désir d'égalité, de justice et tout ça. Et, me dit-il, c'est dans cette tradition-là que je m'inscris. Il va même critiquer, une fois, c'est assez drôle, il va plaider pour une bonne viande, un bon fromage, un bon vin, telle est la gastronomie française. Et là, il y a contre lui, à ce compte-là, les véganes qui disent « Ah là là, la viande, c'est mal », et aussi les multicultis et des coloniaux qui disent « Ah, une viande, vous avez une vision très
très franco-française, très communisme, jambon beurre, béret baguette, puis on va ajouter le vrai plat préféré des Français, c'est le couscous. Bon. Autrement dit, dans tout ça, puis ça ne me transforme pas en communiste demain matin, il y a quand même un candidat qui, à gauche, cherche à réintroduire l'existence du réel. Ensuite, il y aura 1000 objets de désaccord, mais je m'en serais voulu de ne pas noter cette contribution originale au débat public. Ben, c'est très intéressant. Tu sais, chaque fois que quelqu'un se dit conservateur, il doit montrer patte blanche, c'est-à-dire dire je suis conservateur, mais je prends mes distances avec la droite religieuse, mais je prends mes distances avec les conservateurs sociaux, anti-avortement, anti-mariage gay, mais je prends mes distances envers les crinqués de l'identité qui sont contre l'immigration. Bon, mais c'est drôle, on demande pas à la gauche comme ça de montrer patte blanche et de prendre leur distance avec les woke. Non, eux autres ont pas ça, c'est l'avantage de gauche. Être de gauche, ça nous donne un avantage de base. Appelons ça le privilège progressiste, comme diraient les gauchistes, à propos du privilège blanc. C'est le privilège progressiste. Donc, quand on part progressiste dans le débat public, on part avec un dossier vierge. Alors que quand on commence conservateur, on part avec une ou deux prises contre soi. Bon. Mais le fait est que dans ce débat déséquilibré, puis en France, faut voir, les identités gauche-droite pèsent encore dans le débat public. Moi, je suis assez différent au clivage gauche-droite, mais je constate qu'il existe. Et les gens qui sont de gauche veulent être de gauche. Je sais pas exactement ce qu'ils mettent là-dedans, mais ça veut dire quelque chose pour eux. Ben là, dans leur famille politique, dont ils se désespéraient de la situation, ils en viennent à se dire, on a peut-être avec ce candidat Roussel, on s'enthousiasmera pas pour lui, on se souvient c'est quoi le communisme quand même, mais on a une forme d'enthousiasme ou à tout le moins de sympathie pour celui qui vient briser justement tout le wokisme aujourd'hui. Autre exemple, la question du nucléaire en France, c'est très important. Parce que l'hydroélectricité joue pas le même rôle que chez nous. Ça va de soi, chaque pays a sa géographie et ses lacs et ses rivières et ses fleuves. Mais la question du nucléaire, c'est vu comme l'énergie la plus propre. Sinon, en gros, c'est le charbon ou au gaz et tout ça. Et là, Roussel dit, il faut miser sur le nucléaire, et d'autres, en se disant, oui, mais le nucléaire, c'est mal, une forme d'héritage des années 70, le mouvement antinucléaire, il défend globalement, ce qu'on pourrait appeler la science. Alors que d'autres ont une forme de rapport presque fantasmé à l'énergie nucléaire en disant qu'elle serait fondamentalement mauvaise, et ainsi de suite. Donc, on se retrouve avec un candidat un peu improbable, que personne n'avait vu venir, qui va avoir un score globalement faible. Il tourne autour de 3% là, quand il va bien. Mais dans le débat public, il n'est pas inutile de noter que quelquefois, à l'intérieur d'une famille que l'on croyait perdue ou égarée, il y a une voix qui se fait entendre et qui n'est pas sans intérêt. Et écoute, en terminant, tu me fais sourire parce que tu parles du Parti communiste et ça me rappelle, il y a quelques années de ça, pour les francs-tireurs, je suis allé faire un reportage à Paris sur Alain Krivine, personnage légendaire de l'extrême gauche, qui était chef de la Ligue communiste révolutionnaire et il m'avait fait visiter ses bureaux et il m'avait dit avant, vous allez voir qu'on est quand même très présent et ça percole, ça carbure, vous allez voir, il y a de l'énergie. On rentre dans ses bureaux, c'était vide. Je pense qu'il y avait 2 personnes devant des ordinateurs. C'est juste si je vois pas, là, tu sais, au solitaire devant l'ordi. C'était tellement sur un Commodore 64. Oui, c'est ça, des vieux dinosaures, là. Mais ça, ce sont les sectes trotskistes, c'est-à-dire, il y a des sectes trotskistes en France, il y en a plusieurs, puis ils parviennent normalement chacun à flanquer un candidat à la présidentielle. C'est toujours original, mais là, on est devant le bon vieux Parti communiste, hein. Puis moi, Dieu sait que je suis anticommuniste, mais là, on les voit, puis on se dit, mais ils sont en train de nous surprendre, ils nous sont presque sympathiques. Donc, si on savait pas qu'ils étaient communistes, on pourrait même penser qu'il y a quelque chose de bien à en dire. Mais bon, aujourd'hui, sachant qu'ils sont communistes, j'ai quand même senti le besoin d'en dire un peu plus. C'est tout à fait intéressant. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Salut. Bye bye. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Mon cher Mathieu, je propose un moratoire sur l'utilisation du mot liberté. On arrête. Oh! Non, surtout pas. C'est un beau mot, bien qu'on en fasse quelquefois un mauvais usage. Mais non, c'est un mot. Cela dit, je vois... En fait, le triste mot, c'est liberté, comme on disait au temps des insurrections de choix. Mais je pense que là, on va parler du mouvement des camionneurs qui suscite de l'intérêt au-delà même de nos frontières. Il faut éviter, je crois, bien qu'on peut avoir comme premier réflexe de dire mais c'est quoi cette farce, il faut éviter de se contenter d'un moment de dérision par rapport à ce qui prend la forme quand même d'une forme d'insurrection
à tout le moins d'exaspération revendiquée par rapport au mouvement des mesures aux différentes mesures sanitaires. C'est depuis un bon moment, le commun des mortels était était adhéré aux mesures. Il y avait un mouvement d'opposition qui parvenait pas à se structurer. Et là, qu'est-ce qu'on voit, par exemple, avec Duhem? Et qu'est-ce qu'on voit avec les différentes manifestations en France? Et là, qu'est-ce qu'on voit avec le mouvement des camionneurs? C'est que ça permet finalement à ce sentiment d'exaspération devant les mesures, puis à ce qu'on pourrait appeler à la part rugueuse. Certains disent la part trumpienne pour se faire des peurs, mais bon, ça fait partie de la vie. La part très nord-américaine sur le mode ma liberté prime avant tout, qui vient de trouver, je pense, une forme de vecteur politique ou de vecteur symbolique pour exprimer l'exaspération de plusieurs par rapport aux mesures sanitaires. Et on peut effectivement dire qu'il y a quelque chose là-dedans de grossier, de brutal, mais on aurait tort de se contenter de mépriser ce mouvement ou de se contenter de le tourner en ridicule, parce qu'il y a suffisamment de gens s'y reconnaissent d'une manière ou de l'autre pour qu'on soit obligé de le prendre au sérieux. Tous les mouvements dits populistes ont d'abord émergé derrière soit les cris indignés ou le rire à gorge déployé des élites. Et à un moment donné, boum, ça s'impose, on se demande ce qui s'est passé. Peut-être devrions-nous éviter de faire la même chose cette fois. Oui, mais il faut être prudent. Comme me disait Jean-François Lisée ce matin, là, ce mouvement-là est rendu le mouvement des camionneurs. C'est un aimant là, qui est en train d'attirer toutes les coucous possibles et impossibles. Ah ben oui, et là tu dis l'essentiel. Parce que autant c'est un mouvement qui, en lui-même, exprime un malaise, tous les mouvements populistes qui émergent, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut le comprendre, tous les mouvements populistes qui émergent ont un effet d'attraction inévitable. Je dirais tous les mouvements radicaux même, tous les mouvements d'opposition qui surgissent ont un effet d'attraction sur, comme tu dis, les coucous, les désaxés. Et là, dans le cas présent, on le voit, là, tout ce qu'il y a là, on va utiliser le terme de manière sérieuse pour une fois, de droite radicale au Canada, cherche à s'agglomérer, à se fédérer, à s'associer à ce mouvement, à le détourner à son avantage. Il faut se rappeler les gilets jaunes aussi, c'était sur un autre registre. Ben oui. Au début, il y a les premiers gilets jaunes qui sont sur le mode de l'exaspération, et très rapidement, l'extrême gauche, les antifas, mais aussi des gens d'extrême droite, puis des antisémites, tout ça cherche à s'emparer du mouvement. Donc, tout mouvement qui met, et surtout si c'est un mouvement de protestation, a un effet, je dirais, d'attraction inévitable des éléments les plus troubles de la société. L'erreur, c'est de le réduire à cela et de ne pas être capable de trier entre ce qu'on pourrait dire la colère populaire légitime qui s'exprime et ensuite sa déformation, son instrumentalisation, son retournement par ceux qui se disent l'occasion est trop belle, faisons quelque chose de ce mouvement. Une chose est sûre, c'est lorsque tu es un politicien et tu veux être pris au sérieux, il faut que tu te tiennes loin de ce genre de manifestation-là, parce que qui sait comment ça va retourner ce week-end. T'as absolument raison, mais c'est pour ça que là-dessus, je pense que chacun a sa réserve, et ceux qui voudraient faire du millage, comme on dit là-dessus, risqueraient d'en payer le prix. Mais de l'autre côté, c'est pas le cas au Canada, sauf pour Bernier et Duhem, mais ceux qui considèrent qu'il faut assurer une traduction politique, ou appelons ça au scepticisme anti-mesures sanitaires, mais là, comme je dis, c'est pas un scepticisme qui s'exprime délicatement. Eh bien, ceux-là vont essayer de se coller au mouvement pour être capables de le canaliser vers eux. Et à l'échelle de l'histoire, si on regarde, quand on pousse des mouvements de cette nature, eh bien, ça prend souvent cette forme-là. C'est-à-dire d'abord une colère, un effet d'agglomération. Ensuite, les politiques se demandent qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on le prend au sérieux? Est-ce qu'on deal avec ça, comme qui dirait? Est-ce qu'on cherche à voir ce qu'on peut récupérer de ce mouvement dans notre politique? Est-ce qu'on se définit contre lui avec le côté Hillary Clinton qui parlait des... le basket of deplorables, bon. C'est compliqué de gérer les réactions populaires. Je lis ici et là des gens qui sont sur le mode justement d'une forme de condescendance souveraine. Puis je le redis, je comprends l'exaspération. Les antivax, franchement, c'est pas la frange de l'opinion qui est la plus éclairée. Mais s'exprime néanmoins à travers tout ça, je crois, un ras-le-bol populaire qu'il faut entendre et qu'on ne saurait tout simplement balayer du revers de la main. C'est trop souvent l'erreur que font les démocraties devant les mouvements émergents qui portent en eux des choses contradictoires. Il faut chercher à avoir l'œil assez aiguisé pour voir, je dirais, l'impulsion derrière la déformation.
Écoute, tu sais à quel point j'aime les métaphores cinématographiques, Mathieu. On dit souvent, avec raison, que les camionneurs, ce sont les cow-boys des temps modernes. Hein. C'est des gens qui ne sont pas sur des chevaux, qui sont dans des camions, mais ils aiment la liberté et tout ça. Et je me dis, quelle sorte de cow-boy que c'est? Là? Est-ce que c'est Kevin Costner, qui est quelqu'un qui aime le peuple, qui est un populiste, mais dans le bon sens du terme? Ou alors, c'est quoi? C'est-tu les cow-boys de Sergio Leone, qui étaient des crackpots finis, tu sais, quel genre de cowboy c'est, là? Oui, je pense qu'on est devant des gens qui, par le métier même qu'ils prennent, ne sont pas des gens qui sont portés à accepter les formes d'enrichissement. Non. C'est-à-dire, il faut un désir de liberté très particulier, puis qui est tout à fait honorable. Hein. C'est un type de vie qui correspond à un certain type de tempérament. Et puis moi, je dis, parfait, il y a des gens qui sont casaniers, d'autres qui ne le sont pas. Donc ça, et puis je pense qu'une société doit faire sa place à ceux qui ont justement ce type de tempérament. Puis j'oserais même dire que la vie publique doit faire sa place à ça. Puis c'est un populisme très nord-américain, ce mouvement-là qu'on voit émerger un peu. Est-ce que ça va durer? Qu'est-ce que ça va donner? Mais c'est pas le populisme identitaire / des Européens. C'est le populisme libertarien. Et le populisme nord-américain a toujours une dimension libertarienne. Il ne s'y réduit pas, mais il en est une des expressions. Et je pense que dans le libertarianisme nord-américain, il y a la version Cato Institute, on pourrait dire la version raffinée, élégante et des deux côtes, Est et Ouest, mais il y a aussi un libertarianisme rugueux qui existe aussi. Un libertarianisme qui est sur le mode back-off, un libertarianisme qui est sur le mode c'est pas à l'État de me dire quoi faire de ma vie. Et ça, je dirais que c'est un des courants qui structure la culture politique nord-américaine au sens large. Et on croyait que le Canada était un peu immunisé contre ça, tout au moins certains le croyaient. Ce qu'on voit en ce moment, c'est que ce mouvement est une forme de traduction de cet affect politique nord-américain qui trouve manifestement un écho au Canada dans le cadre de la crise sanitaire. C'est très intéressant ce que tu dis, Mathieu, parce que, tu sais, souvent, Justin Trudeau a tendance à parler au nom de tous les Canadiens en disant les valeurs canadiennes, c'est la solidarité, c'est la communauté, etc. Non, il y a d'autres valeurs canadiennes aussi qui sont un peu plus libertariennes, un peu plus individuelles et tout ça. Et ça fait aussi partie du tissu canadien, là. Ah ben oui, puis dans l'Ouest en plus, puis pas seulement dans l'Ouest, dans les régions rurales. Prends l'exemple des armes à feu. Alors moi, j'ai toujours dit, je suis pas très monsieur arme à feu, je considère que c'est normal que la police ait des armes à feu, puis pour le reste, je préférerais que non. Bien que, dans les régions rurales, ils se disent souvent, au nom du contrôle des armes à feu version urbaine, ou alors pour éviter de vrais drames, de vrais carnages comme on a pu en connaître, on est en train de s'en prendre aussi à notre mode de vie, qui est un mode de vie qui est faute de chasseurs, un mode de vie, puis je suis pas de mode traditionnel sur le mode caricatural, mais ça fait partie de l'univers mental, cette intégration longue, la chasse à partir de la culture dans les régions rurales. Et on peut regarder ça avec condescendance. Mais ils nous disent, mais voulez-vous bien cesser de nous encadrer l'existence à coups de règles bureaucratiques exagérées? Ça fait partie, mais on a une représentation tellement lissée, tellement fantasmée, tellement amidonnée, tellement, je dirais, ripollinée, radio-canadianisée du Canada, qu'on oublie que ces courants-là existent aussi dans le pays. Dans un pays normal, probablement qui s'exprimerait politiquement dans un courant, donc soit un parti, son expression est caricaturale avec le parti de Bernier. Au Parti conservateur, ils savent que ça existe, ces choses-là. Mais qu'en faire exactement politiquement? Parce que le propre d'une mouvance comme ça, c'est d'être assez rétive. Elle n'est pas portée justement à se laisser enrégimenter. Mais non, les valeurs canadiennes ne s'épuisent pas dans le discours du régime canadien. Le Canada est un pays comme tous les autres, avec ses courants libertariens, populistes, conservateurs. Le fait est que là, ils surgissent. On n'est tellement pas habitué à ça que ça vient bouleverser nos représentations mentales. Il y a une semaine, on en riait. Il y a quelques jours, on en riait. Puis là, désormais, on se dit, mais c'est peut-être sérieux. Qu'est-ce que c'est? Tant à droite qu'à gauche, il y a une frange extrémiste. Mais c'est drôle, hein? La frange extrémiste de la droite, on va dire, toute la droite est contaminée. Toute la droite est extrémiste, alors que la frange extrémiste de la gauche, c'est une exception. C'est correct. Oui. Comme d'habitude. C'est-à-dire que j'en parlais récemment à CNews dans un édito. À droite, il y a toujours cette idée qu'à droite doit faire un absolu moral de son refus d'être complice ou de coopérer avec une certaine frange d'elle-même. Alors qu'à gauche, puis avec raison certaines fois probablement, mais à gauche, les désaccords sont toujours circonstanciels mais jamais définitifs. Oui, c'est ça. Il n'y a pas une frange de la gauche qui serait à ce point contaminée qu'on ne pourrait pas lui parler. Il y a toujours, en dernière instance, ils vont toujours se rassembler dans le grand carnaval antifasciste en s'imaginant des fascistes partout. Et je dirais, dans le rapport de la gauche à Trump,
on pouvait avoir de vraies réserves par rapport à Trump, de profondes critiques, mais considérer que les 74 millions d'Américains qui ont voté Trump étaient des fascistes, c'est du délire. Considérer que les farfelus du Capitole représentaient l'essentiel, la base ou même le cœur du Trumpisme, c'est du délire. Ils représentaient une frange radicale, mais 74 millions d'Américains n'étaient pas massés devant le Capitole sur le mode insurrectionniste. Mais c'est tellement plus rassurant de se dire, oh là là, puis on se construit des monstres imaginaires et puis on se donne l'impression qu'on est résistant. Tout ça finit par tourner à vide, puis la politique perd son contact avec le réel. J'imagine nos amis français vont te demander sur les ondes de leur expliquer ce qui se passe au Canada, parce que ça doit les intéresser, là. Ça commence. C'est-à-dire là, on n'y est pas encore, mais là, parce que c'est dans les milieux très anti-vax que ça perce. Mais là, quand ça va culminer vers Ottawa, on va chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit tous chercher à comprendre ce mouvement-là. Parce que sinon, encore une fois, on va entendre le carrousel des sottises habituelles qui font qu'en dernière instance, on comprend pas grand-chose, sinon qu'on comprend qu'il faut se positionner moralement de manière avantageuse en disant « Wesh, ces gens-là sont pas beaux ». Écoute, en terminant, bien sûr, c'est ton émission de CNews demain. On peut aller sur ta page Facebook et tu la publies toujours. Là, tu la mets tout le temps le lendemain. Alors, qui tu reçois aujourd'hui? Alors, je reçois demain Anne Rosenchère. Anne Rosenchère qui dirige l'Express et qui vient de publier un très, très, très beau petit livre, Un chagrin français, qui est une réflexion sur la décomposition de la France, en fait, avec un sous-titre intéressant, Progressisme, populisme, vivre ensemble. C'est trois mots qui nous empêchent de penser, des espèces de mots qui, finalement, sont utilisés de manière rituelle et nous empêchent de comprendre la complexité du réel. Donc, ça vaut vraiment la peine de lire ce livre et je la reçois demain avec grand plaisir. Eh bien, ça va être intéressant. L'Express, c'est assez de gauche, ça, non? Je dirais que c'est l'icône du centrisme. Okay. C'est un peu centre-gauche, centre-droit, mais elle, si on la lit bien, elle est plus de culture, on pourrait dire, Marianne, qui a abouti à l'Express. Okay. Donc, elle a la culture gauche républicaine, la vraie gauche républicaine, la gauche qui a le sens de la nation, de la République, de la verticalité, de la culture française. Pardon, et elle défend ça, mais puis à l'Express, je pense que depuis qu'elle y est, parce que j'y suis abonné, je pense qu'elle a donné une impulsion de nouvelle à ce journal, et je lis l'Express avec beaucoup plus de plaisir depuis qu'elle le dirige, et son livre, comme je le dis, vaut vraiment la peine d'être lu. Ben écoute, bonne émission, on va regarder ça bien sûr, bon week-end, Mathieu. Au grand plaisir, bye bye. Salut.